Bonjour et bienvenue à l'acte 3 de la semaine du tribunal de l'actualité, votre rendez-vous pour juger les faits majeurs d'ici et d'ailleurs. Je suis Adam Scaler-Ouedraogo, ravi de vous retrouver sur les médias leaders Twi TV et Watt FM, vous le savez. Nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Monsieur les juges, bonjour et bienvenue. Juge Vaha, juge Bougma. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. La lutte contre le terrorisme et la radicalisation est souvent dominée par l'amalgame volontaire ou non entre islam et terrorisme. Et pour déconstruire ces préjugés, il faut une réflexion dépassionnée et il faut surtout commencer par définir les concepts. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'islamophobie? Et qu'est-ce que le terrorisme? C'est ce que nous allons tenter de faire avec la présente convocation et surtout avec notre convoqué du jour, Bilal Ramadan. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Je rappelle que vous êtes philosophe et formateur à la commission de contribution citoyenne en Suisse. Vous êtes également le frère du célèbre islamologue Tariq Ramadan. Bonjour et une fois de plus, merci d'être là. Alors nous allons tout à l'heure échanger avec vous et surtout avec les juges, mais ça sera après la première virgule, les avant-propos. Et pour cette première partie de l'émission, nous allons passer la parole au juge Bougma. Merci Président. Mon avant-propos va concerner l'international parce que le sommet de l'ONU, donc l'Assemblée générale de l'ONU, 76e Assemblée générale de l'ONU, bon, c'est aussi, je pense, l'Assemblée générale qui boucle la série des forats Davos, comme on appelle ça, Bilderberg, et puis jusqu'à sommet du G5, sommet du G7, sommet, et ça va se couronner par l'Assemblée générale des Nations Unies, et puis la boucle est bouclée. C'est en janvier-février que l'Union africaine va tenir également son sommet ordinaire, et puis après le rythme reprend. Donc c'est la machine qui tourne comme ça. Donc en septembre, comme on appelle ça, c'est comme ça. Donc, et aujourd'hui, il y a un grand absent, c'est Emmanuel Macron à ce rendez-vous au plan international, absent pour, dit-on, des raisons de calendrier, mais quand on sait ce qui s'est passé dans le contrat Australie par rapport aux sous-marins, où finalement c'est les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est eux qui ont pris, comme on appelle ça, le marché. L'Australie a résilié son contrat avec la France, la Suisse également dans les questions avec les avions. Mais bref, en tout cas, c'est Emmanuel Macron qui évoque les raisons internes calendrier pour se faire représenter, qui n'y sera pas. C'est vrai que Chirac en son temps était absent et s'était fait représenter par M. Dominique de Villepin, mais en réalité en son temps, lui, c'était pour des raisons de santé. Mais ici, c'est même si Emmanuel Macron cherche des arguments, les uns les autres savent que certainement c'est pour éviter de rencontrer Biden et celui de l'Australie parce que des rendez-vous étaient prévus. Donc, certainement, c'est pour montrer son mécontentement. Hier, d'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies a interpellé la France, les États-Unis, et la Chine aussi à se parler pour dissiper les incompréhensions. Donc, parce que la Chine a traité les États-Unis d'irresponsables dans la façon dont les choses se sont passées, que c'est une vente irresponsable. Donc, ce comportement-là avait aussi été effectivement dénoncé par la Chine. Donc, les relations sont plus ou moins tendues. Donc, c'est une France certainement qui, pour éviter de se rencontrer et tout, qui boude. Mais bon, c'est aussi ça, les relations internationales. C'est une question de rapport de force et en même temps, nous, pays africains, c'est une leçon pour nous de comprendre que même les géants ne se laissent pas entre eux quand il s'agit d'intérêts. Donc, c'est aussi une France qui se rappelle aussi avoir résilié un précédent contrat avec la Russie sous la pression des États-Unis. Donc, c'est aussi comme ça, les relations internationales, c'est comme ça que ça marche. Je pense aussi que ça doit nous servir de leçon pour savoir que pour avoir droit de citer, il faut que vous ayez une certaine influence et comment on appelle ça, une certaine, j'oublie le mot, c'est-à-dire que vous incarnez une certaine crainte. Voilà, vous incarnez une certaine crainte. On craint que vous tapiez sur la table ou que vous bandiez les muscles. Mais c'est ça aussi l'autre facette des relations internationales. Merci, juge Bougma. Juge Vaha. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner cette rencontre prévue aujourd'hui au palais de la Marina entre Patrice Talon et Boni Yayi.
donc l'ancien président. On sait que ces deux messieurs se regardent en chaîne faïence depuis quand même 2016. L'ancien président qui est très acerbe pour ce qui est des critiques à l'endroit de la gestion du tout nouveau, donc de l'actuel plutôt, Patrice Talon. On a vu comment le mercure est monté à un moment donné où les proches de Talon étaient obligés d'élire domicile devant chez lui parce qu'il risquait fort de se faire arrêter, et après il a quitté le pays et tout. Je pense qu'en 2019, il y avait la CEDEAO qui avait tenté aussi un rapprochement pour que ces deux messieurs, qui étaient des amis, faut-il le préciser, arrivent à se parler. Mais Boni Yahya est arrivé donc dans la capitale, a préféré aller voir Soglo que d'aller rencontrer l'actuel président, et la CEDEAO était obligée toute seule d'aller à cette rencontre qui était prévue là. Aujourd'hui, c'est à 10h, sur le coup de 10h que les deux messieurs doivent se rencontrer. C'est intéressant qu'ils arrivent à se parler, parce que dans tous les cas, il y a leurs concitoyens qui les regardent, et la bagarre des chiffonniers n'arrange personne. C'est des personnes derrière lesquelles il y a des milliers et des milliers de Béninois qui croient en eux, et les clivages, c'est pas ça qui arrange. Et en plus, je le dis encore, c'est d'anciens amis, comme pour dire souvent les intérêts et les visées sur le plan politique, c'est ce qui divise. Mais j'espère qu'ils arriveront vraiment à se parler cette fois-ci, et que bon, il y ait un genre de cohésion qui commence à tracer ces signes. Merci, messieurs les juges, pour ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet de faire un regard croisé sur l'actualité du lundi au vendredi. Alors pour cette convocation, le philosophe Bilal Ramadan est notre convoqué du jour. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette convocation. Bonjour à vous. Alors avec vous, nous allons parler terrorisme et islam. C'est un sujet certes sensible, mais qui mérite un regard, je dirais, décomplexé, sans passion et surtout objectif. Alors, vous connaissez très bien le principe de cette émission. Vous êtes à votre deuxième passage. Effectivement, lors du premier passage, nous avons parlé du dossier Thomas Sankara, un dossier que vous suivez de très près. Actuellement, nous avons une date, le 11 octobre, qui a été choisie pour l'ouverture du procès. Alors, comment vous avez accueilli l'annonce de cette date-là ? Écoutez, très bien. Je pense, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, je pense qu'il est important d'avoir ce procès. Je sais que des gens parlent de rétablissement de la paix, le pardon, mais je pense que ce jugement doit être fait, la vérité doit être tirée. Il y a des choses encore à apprendre sur ce qui s'est passé, qui était impliqué. Pour ma part, je reste convaincu que le gouvernement français était responsable de ça et qu'il a cautionné. C'est d'ailleurs très très étonnant que ce soit le gouvernement français qui, quelque part, a permis que ça se réalise, comme on sait ce qu'il permet dans toute l'Afrique de l'Ouest, et que c'est à ce gouvernement-là qu'on demande de venir nous protéger contre le terrorisme. Je trouve que c'est assez paradoxal, et moi ça me fait sourire, mais bon, c'est un débat qu'on va avoir. D'accord. Donc je suis enchanté que ça ait lieu. J'espère que ça aura lieu. D'accord. Voilà. Monsieur les juges, juge Bougman ? Non, question de généralité, moi je n'ai pas. Juge va. Bon, comme on est en face des libres penseurs, moi tout à l'heure, vous disiez, et c'est ceux à qui on fait appel, parlant de notre sous-région, moi je pense que c'est ceux à quoi vous faites allusion, pour nous protéger. Il y a par exemple à côté de nous le Mali qui est en train de faire un choix alternatif, et pour certains avec Wagner, une société militaire privée, mais il y en a qui disent c'est changer de maître. Vous, votre vision, votre regard, c'est quoi? Mais bon, j'ai suivi hier, j'ai reçu sur mon téléphone Monsieur Bali qui passait à la télé, dans une émission TV, et qui disait que c'était une honte de faire appel à des personnes étrangères pour venir défendre la souveraineté d'un État. Et que la souveraineté d'un État doit trouver ses solutions elle-même. Moi, je suis pour ça. C'est-à-dire que si effectivement on dit qu'on est dans l'incapacité d'assurer la sécurité de sa population, on a un grave problème de gouvernance. Je suis désolé, on a un grave problème de gouvernance. Parce que une des causes du terrorisme, c'est ces États qui ne sont pas arrivés à développer leur pays et qui ont laissé les gens dans une misère insoutenable. C'est une réalité. J'ai lu récemment que la majorité des gens qui étaient enrôlés dans le terrorisme, que j'appelle pas djihad, dans le terrorisme, c'est des gens issus des classes les plus pauvres, qui n'ont plus aucun avenir et qui pensent que ces actions-là leur donnent un sens à leur vie. Ce qui est honnêtement pas vrai. Pas vrai. Parce qu'on leur... Et je pense qu'en plus, ils doivent être de bonne foi, ils doivent penser qu'effectivement, c'est servir Dieu et la cause.
Mais quand vous regardez tous les attentats qui ont lieu en Europe, et que vous voyez qui les a commis, ce sont des gamins des banlieues, c'est des enfants qui ont 20-22 ans. Et quand vous leur demandez ce qu'ils étaient avant, ils disent « mais moi je buvais, je fumais, je pratiquais, j'étais dans les bars. Je ne connais pas l'islam. » C'est une réalité. Donc je pense qu'au niveau de la question, oui, un État se doit d'organiser au niveau de son pays de la confiance et du travail. Un des problèmes qu'il y a visiblement au Burkina, c'est que l'armée n'est pas cohérente entre elles. Il y a des distensions au sein de l'armée. Le peuple burkinabé n'a pas confiance en son armée, quelque part, et que c'est ces choses-là qu'il faut restaurer, et qu'il faut trouver une solution à l'interne. Parce que celui qui vient vous aider va penser que c'est lui, va penser, moi, voilà ce que je vais mettre en place. Je vais vous donner 2 exemples. L'Irak, un pays qu'on a pendant 10 ans mis au banc de la société. 500 000 morts, dont un quart d'enfants. Pas de nourriture, pas de lait. Qu'est-ce qu'est devenu l'Irak? Puis maintenant, prenons la plus grande puissance mondiale, les États-Unis. 20 ans d'Afghanistan pour ça. Pour ce qu'il y a maintenant, 20 ans. Vous êtes resté 20 ans et vous avez cédé l'Afghanistan à ceux que vous êtes venus chasser. Et vous allez nous faire croire à nous que vous n'avez pas passé des accords. Tout le monde dit « Ah, c'est bizarre, les talibans ont pris le pays en 10 jours, 15 jours. » Mais les talibans ne sont jamais partis. Vous êtes le service de renseignement le mieux fait du monde, le plus puissant du monde. Vous allez nous faire croire que vous ne saviez pas ça? Quel accord Trump, quel accord Biden a cautionné pour rendre aux talibans l'Afghanistan? Et c'est des aides externes. Est-ce qu'ils ont réussi? C'est pas vrai. Et je vais vous donner même la preuve. On dit qu'un des accords, c'était de dire les talibans s'engagent à ne plus être un territoire de refuge pour les terroristes et qu'il n'y aura pas d'attentats. Pendant que les avions décollaient avec les expatriés, il y en a eu 2 d'attentats. 2. Est-ce qu'ils ont été protégés? Est-ce qu'ils ont donné une solution? C'est pas vrai. Il appartient aux talibans maintenant, eux, de trouver une solution. Donc je dis c'est très dangereux, parce que quelque part, vous perdez la dignité nationale. Faire croire aux Burkinabés qui n'ont pas la force de trouver des solutions et qu'ils ont besoin des autres, c'est très décourageant et c'est très humiliant. Et moi, quand Barry dit, et je ne le connais pas ce monsieur, mais quand il dit c'est notre plus grande honte, je partage cet avis avec lui. Surtout, et c'est le 2e point que je veux te dire, à qui profite le terrorisme? À qui est-ce qu'il profite? Aux musulmans? En aucun cas. Aux gens locaux? En aucun cas. À qui il profite? D'accord. Nous aurons le temps de revenir en tout cas sur cette question-là pendant ce temps d'antenne. Alors je rappelle que vous êtes à Ouagadougou sur invitation du Centre Valère Sommet pour l'innovation politique et le développement endogène. La question qui est à l'ordre du jour de cette convocation a fait l'objet d'une conférence publique. On parle de l'islam, islamophobie et terrorisme. Quelle contribution des intellectuels musulmans dans la lutte contre le terrorisme? Alors, selon vous, Bilal Ramadan, quelle est la pertinence de ce débat-là et surtout maintenant? Alors d'abord, il y a plusieurs choses. Le premier, si on prend l'islam, comment, quand vous pensez qu'il y a bientôt 2 milliards de musulmans dans le monde. Ces 2 milliards de musulmans dans le monde, la minorité est arabophone. Vous prenez toute l'Asie. La minorité est arabophone. La minorité peut se réclamer du texte arabe authentique, puisque pour nous, le Coran est un texte authentique et une langue parlée. Mais la majorité couvre le globe. Ce qui se passe au niveau de l'islam, vous ne pouvez pas imputer à ces gens-là, dont la majorité vivent dans la paix, dans un esprit de paix. Moi, je vis en Europe. Quand je vois tout ce qui se passe comme islamophobie, j'ai envie de dire, mais attention, moi, je vis en Suisse, j'ai des amis qui vivent en France, nous sommes pour le respect de la laïcité, nous sommes pour le respect du droit. Mais ne venez pas nous dire qu'on peut pratiquer notre religion jusqu'à une limite, on peut pratiquer notre religion cachée. Non. Pourquoi est-ce que moi je pratique ma religion cachée et les juifs pratiquent leur religion ouverte? Pourquoi est-ce qu'on dit aux musulmans on ne veut pas de femmes voilées? Qui t'autorise à dire ça? Tu fais des lois où tu autorises des hommes à se marier, tu autorises des femmes à se marier et avoir des enfants. Et tu es choqué parce qu'une femme est voilée? Tu lui interdis à elle? Pourquoi?
Parce qu'il y a une peur. Parce qu'il y a une peur que l'islam en France se répand, que les gens reviennent, les gens d'origine musulmane reviennent à l'islam, et il y a beaucoup de convertis. Il y a beaucoup de convertis aux États-Unis, il y a des convertis en Amérique latine. Mais avec un éclairage contextualisé. Moi, si vous me dites, est-ce que tu approuves l'islam wahhabite? Non, je condamne. Cette idée de voir que les yeux des femmes, mais depuis quand on va au pèlerinage à la Mecque, on voit des femmes comme ça? Les femmes à la Mecque ont le visage ouvert. Qui te donne le droit de dire aux femmes que tu ne vois ses yeux? Pour moi, c'est des concepts et des applications de l'islam qui ne respectent pas les origines. Et je le dis, hein, ça choque les musulmans, c'est barbare. D'accord, on a les problèmes au niveau du monde musulman, je veux bien. Mais utiliser le terrorisme pour dire l'islam fait peur et condamner tous ceux qui en Europe sont capables intellectuellement de jeter des ponts avec la civilisation et de dire « je suis français d'origine maghrébine ». Vous m'avez demandé de m'assimiler, je vous ai dit non. Je me suis intégré. Maintenant que je suis intégré, ma responsabilité de citoyen français musulman, c'est de contribuer. Et la part de ma contribution, c'est ce que j'apporte. Pourquoi vous m'interdisez ça? Ce qui s'est passé en France, et ça va rejoindre le propos, c'est terrible. Jamais la France n'est tombée aussi bas dans la manipulation intellectuelle. Aujourd'hui, en France, vous n'avez pas de journalistes, vous avez des faiseurs d'opinion qui travaillent pour le gouvernement et qui travaillent pour 5 personnes qui détiennent la presse. Et ils font l'opinion. En fait, quand ils attaquent les intellectuels musulmans, quand ils dégomment les intellectuels musulmans, ils commettent quelque chose de très grave. Quand tu as un intellectuel, je pense à mon frère, mais je pense à beaucoup d'autres parce que la génération de mon frère a apporté beaucoup de gens brillants. Voilà, mais il y a Tariq Ramadan, il y a Mohamed Marwan, il y a beaucoup de gens qui ont maintenant le niveau intellectuel de tenir de débat et dire je ne suis pas de ton ennemi, utilise-moi pour faire une société juste. Donne-moi mes droits comme je respecte les tiens. Mais ces gens-là, on les interdit de parler. Pourquoi on les interdit de parler? Parce que c'est la politique que nous on a connue depuis les temps anciens. Quand des gens modérés qui disent « jamais je ne ferai la révolution, parce que la révolution n'est pas bonne ». Ça, c'est la position des frères musulmans en Égypte. Ils ont dit « il n'y a pas de révolution. On passe par les urnes. On passe par le juste. On passe par les réformes. » Quant à ceux-là, vous les traitez de terroristes et que vous les enfermez. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites monter les extrêmes. Et c'est ce que vous voulez. Vous faites taire ceux qui sont capables de tenir le discours, vous faites monter les extrêmes, et en faisant monter les extrêmes qui font des attentats, qui font tout ce que vous voulez, vous condamnez tous les autres. Et vous dites que l'islam est un danger. C'est de la manipulation. D'accord. Oui, juge Var. Oui, il y a un point qui m'intéresse dans ce que vous disiez tout à l'heure, l'assimilation. Moi, j'ai suivi beaucoup de débats entre votre frère, notamment Tariq Ramadan et Zemmour, qui aujourd'hui est candidat. Il parle souvent de la question de l'assimilation. Qu'est-ce que craint l'Europe relativement à l'islam? Parce que la réalité elle est différente avec ce que nous voit sur nos yeux. Hein. Là-bas, on a l'impression qu'il y a une crainte de ce que la culture qui soit différente de celle européenne ait un genre d'incidence. Ou bien, qu'est-ce qu'ils craignent en fait? C'est-à-dire que l'assimilation, c'est quoi? Moi, j'aurais dit, mon père, il serait en France, on lui dirait, excusez-moi, docteur Saïd Ramadan, vous appelez pas votre fils Bilal, vous l'appelez Jean. Parce que vous n'avez pas le droit de mettre des noms musulmans. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Quand quelqu'un qui est écouté, qui est lu, qui est dans tous les médias, quelqu'un de condamné par la justice française pour des propos discriminants, il a une condamnation pénale, il passe dans toutes les chaînes. Quand quelqu'un est condamné parce qu'il a discriminé quelqu'un pénalement, vous l'interdisez de chaîne. Vous ne le laissez pas continuer à parler. Qui soutient cet homme-là en France? Vous parlez de Zemmour? De Zemmour. Qui le soutient? Et vous avez quelqu'un comme François Burgard, pas plus tard qu'hier, il faisait un tweet en 10 heures, parce qu'il s'est passé en France. Je vais revenir à votre question, l'assimilation. Ils ont fermé il y a 2 jours une maison d'édition Nawas en France. Darmanin a décidé que cette maison d'édition devait être fermée parce qu'elle publie des penseurs et des imams musulmans qui condamnent l'homosexualité. Alors que ce même livre, il a été traduit par des professeurs éminents français et il est en circulation. Mais il fait fermer cette maison d'édition. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est un prétexte. Je n'ai pas le droit d'être contre l'homosexualité. Depuis quand? Qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire que tous les auteurs qui vont aller contre vos droits à vous, vous allez les interdire. Comment est-ce que vous appelez ça? C'est monstrueux. C'est-à-dire que les intellectuels français font quelque chose d'extrêmement grave.
Liberté, égalité, fraternité. La liberté, t'as oublié. Même pas de fraternité, pas d'égalité. C'est grave ce qui se passe en France. L'islamophobie est arrivée à un stade où on a taxé tous ceux qui défendaient les musulmans, tous ceux qui disaient « attention, il y a péril, vous ne pouvez pas faire ça ». Tout cela, on les a taxés d'islamo-gauchistes. Et les burgas, et tous les journalistes qui défendaient, on a trouvé un nouveau terme, parce qu'eux aussi, il faut les stigmatiser. Dans un pays qui se vaut de droite et qui tire à droite pendant une période électorale, tous ceux qui défendent les musulmans sont des gauchistes. C'est pas acceptable. En France, on est arrivé à un stade qui fait rire les anglo-saxons. Les anglo-saxons sont déconcertés. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est ça, déconcerté? Qu'est-ce qui se passe en France? C'est le temps des laïcards qui en ont fait une religion. Mais une religion pas qui donne sa place à la religion pratiquée, qui l'écarte de la société. Maintenant, l'assimilation, c'est quoi? L'assimilation, je vais vous donner un exemple simple. Quand nous avons été colonisés pendant des années, on devait s'assimiler à la culture du dominant. S'assimiler, c'est devenir comme lui. Qu'a fait le dominant? Il a dit très bien, je vais prendre certains, je vais les former, et quand je leur donne leur indépendance, ça va être mes valets. Pendant combien d'années on a eu dans les dirigeants africains des valets qui ne servaient que l'ex-colonisateur? L'assimilation, c'est ça. L'assimilation, c'est quand quelqu'un travaille dans une entreprise, qu'il est sous-payé, et quand on va lui parler, il défend son entreprise, alors son entreprise l'exploite et qu'il ne le voit pas. L'intégration, c'est autre chose. L'intégration, je rentre avec ma dignité, je rentre avec ma culture, je veux qu'on me respecte pour ce que je suis. C'est ça, la différence. Quand on a dit aux gens, il faut vous assimiler, ça veut dire quoi? Il faut faire exactement comme les autres. Non. Moi, m'assimiler, ça aurait été en Suisse, parce que j'étais marié à une valaisanne, ça aurait été par exemple en Suisse, et rentrer dans un café et de boire de l'alcool. Là, j'aurais été assimilé. Et quand je leur dis non, je suis musulman, je ne bois pas. Ils mettent un moment, puis après ils me demandent pourquoi, puis après on discute. Puis il y en a qui vont, puis qui me disent, remarque, c'est bien de ne pas boire de l'alcool. Vous voyez ce que je veux dire? Assimilation, intégration. Moi, je vais être intégré avec ma différence. D'accord. Juge Bougma? Oui, bon, effectivement, la question de Geoffrey, elle est fondamentale, parce que jusqu'à présent, on ne comprend pas cette peur-là. D'où elle vient d'ailleurs? Et vous savez, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier. Ne pensez pas que ça a démarré le 11 septembre 2001. C'est pas vrai, ça a démarré bien avant. Vous devez déjà faire tout le parcours des croisades, tout le parcours qui a fait contre l'islam et le monde occidental. Il y a un problème. Et le terme est simple. Quand vous regardez la Constitution européenne, ils ont hésité à mettre, est-ce qu'on doit dire que notre culture est d'origine judéo-chrétienne? Malheur à celui qui serait venu dire, mais il faut rajouter musulman aussi. Non, judéo-chrétienne. L'islam est évacué. Là, il faut s'arrêter un moment. Il faut dire, maintenant, il faut être sérieux. Pendant 8 siècles, les musulmans vous ont servi la culture grecque sur un plateau. Les musulmans vous ont fait évoluer dans les mathématiques. Les musulmans, avant Descartes, Ghazali, avant Descartes, avait tenu, je pense donc je suis. Il l'a recopié. Faites la lumière ce que l'islam a apporté à l'Occident. L'islam a apporté à l'Occident les lumières. Moi, je dis à tout le monde, arrêtez de nous mentir. Vous avez caché 8 siècles d'islam. 8 siècles. En nous traitant de barbares, en nous traitant de... Tamerlan rentre à Jérusalem, 10 000 morts. Tout le monde dénonce, tout le monde écrit. Le sang coulait jusqu'à ses genoux. Saladin rentre, Salah ad-Din rentre, pas un seul. Qui est le barbare? Qui est le barbare? Je ne veux pas dire que les musulmans étaient jusque tout le temps, c'est pas vrai. Ils ont commis des injustices, même aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos pays musulmans, enfin, à majorité de religions musulmanes, on vit, il y a des situations d'une injustice crasse. C'est insupportable. C'est insupportable. Moi, personnellement, je me dis, mais que vont faire les talibans demain? S'ils recommencent comme il y a 20 ans, c'est une catastrophe. C'est une réalité. Et le pays que je condamne le plus, les pays que je condamne le plus, c'est la monarchie saoudienne. S'il y a un premier responsable du terrorisme dans le monde, c'est vous. Vous n'êtes pas à la hauteur de votre tâche. Vous devez nous apporter un islam des lumières. Vous nous apportez un islam de voleurs. Et je dis à tous les musulmans, quand vous priez 5 fois par jour en direction de la Mecque, faites le vœu, la da'wa, que ce gouvernement explose. Ils trahissent tous les musulmans de la planète. Celui de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Pourquoi? Mais comment pourquoi? Comment pourquoi? Quels sont les fondements que vous... Sur quoi vous mais attendez, je convoque un journaliste dans une ambassade et je le découpe et je fais disparaître son corps. Et je suis le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Et je suis là.
Qui t'autorise à prendre un journaliste, à le découper, puis à le tuer parce qu'il est contre toi? Est-ce que vous avez entendu parler d'opposition en Arabie Saoudite? Il y a des imams qui sont enfermés en Arabie Saoudite. Ils ne peuvent pas parler parce que ces imams-là osent s'élever contre le gouvernement. Ce n'est pas musulman ce qu'ils font. Toi, prince Salman, tu vas acheter une œuvre d'art à un demi-milliard de dollars pour mettre chez toi, avec des musulmans qui meurent. Le pétrole ne t'appartient pas. Le pétrole, c'est un bien commun. Donc tu distribues aux Saoudiens comme a fait le prophète, et après tu distribues à ceux qui ont besoin. C'est quoi cette famille royale qui accapare des milliards et des milliards et des milliards? On n'est même pas capable aujourd'hui d'estimer quelle est la richesse de cette famille. Ouais, ce que vous dites est intéressant, mais en quoi est-ce que cela se décuple, comment on appelle ça, décuple sur les autres pays musulmans? Parce qu'à part Erdogan, qui a un côté dictatorial, on n'a aucun État musulman qui nous défend. Aucun. On n'a aucun État musulman qui s'oppose à. L'Arabie Saoudite a passé des accords avec Israël. Les Émirats Arabes Unis ont passé des accords avec Israël. Tout ça sous couvert américain. Vous croyez que ces gouvernements-là, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent? Vous ne pouvez pas demander 10 000 $ à un État, à ces États-là, sans visa de l'Amérique. C'est l'Amérique qui décide qui elle soutient. C'est pour ça que je dis au Burkinabé, ça les choque. Vous croyez que c'est ces pays-là qui financent le terrorisme, c'est vous? C'est pas vrai. Ils n'y ont aucun intérêt. Parce que l'Amérique n'est pas concernée par ce qui se passe. Elle a aidé les Français à raison de 180 ou 160 millions de dollars pour la surveillance. C'est tout, mais elle n'est pas intervenue, elle n'interviendra pas. Elle n'a aucun intérêt dans cette région. C'est la France qui a des intérêts dans cette région. Ce que je veux vous dire, ces États-là, mais ils n'appliquent pas l'islam. Moi, quand je les vois venir en Suisse, aller dans les bars, boire de l'alcool, acheter des prostituées, dépenser de l'argent, c'est ces gens-là qui sont responsables des lieux saints. C'est cette famille-là. Honnêtement, l'Arabie Saoudite ne fait qu'une chose. La Ligue musulmane mondiale, que mon père a créée, avant les années 60, elle était chargée de diffuser l'islam et de soutenir les musulmans en Europe et dans le monde. Mais l'Arabie Saoudite, si vous développez un islam contre elle, vous n'avez pas de fonds, vous faites wahhabiste, et vous savez le mal que le wahhabisme fait à la compréhension de l'islam. L'islam ne peut pas être une religion littéraliste. C'est fini. Il faut conceptualiser, il faut expliquer, il faut faire comprendre aux gens. Parce qu'une des choses du terrorisme, c'est celle-là. Tuez-les partout où ils vous se trouvent. Un terroriste dira, ben voilà, je les tue partout, c'est marqué dans le Coran. C'est pas ça ce qui est marqué dans le Coran. Tuer qui d'abord? Tuer quand et tuer pourquoi? Pas tuer. Alors on prend que cette phrase et on applique. Et en fin de compte, les islamophobes font exactement la même chose. Ils prennent des phrases qui sortent de leur contexte. Ils disent, vous voyez, vous êtes des barbares. L'islam n'a jamais été ça, c'est une grande civilisation. Je termine sur cette histoire d'Arabie Saoudite. Comprenez-moi bien, l'enjeu est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, purifiez la Mecque et ses alentours. C'est par là que vous devez commencer. Moi, je pense exactement la même chose aujourd'hui. Ok. Juge Bara. Peut-être beaucoup plus recentré sur la question de l'islam et du terrorisme. Nous, dans notre sous-région, en tout cas, la question du terrorisme, c'est après ce qui s'est passé en Libye et tout, que nous avons été vraiment concernés au premier chef par tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Avant, on suivait le débat très lointain avec l'Europe qui parlait de djihadisme et autres concepts. Aujourd'hui, nous, c'est notre quotidien. On parle de radicalisation de certains frères parce que ce n'est pas des gens qui quittent ailleurs. C'est des Burkinabés qui portent les noms Burkinabés, qui sont issus de chez nous, mais qui, dit-on, ont été radicalisés. Et derrière, il y a un discours qui se revendique d'une religion. Et je pense que le débat aujourd'hui, c'est la dissociation de l'islam et de ce qu'on nous présente comme terrorisme. Comment on travaille pour enlever cela de la tête des gens lorsque derrière, celui qui réclame agir, et celui qui agit, il lui dit le faire au nom d'eux? Alors, c'est une question essentielle, ça. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand on veut que personne ne comprenne, on entretient la confusion. Et la confusion, c'est que vous confondez tout avec tout, et en fin de compte, vous stigmatisez un ennemi commun qui ne l'est pas vraiment. La majorité des musulmans s'élèvent contre le terrorisme et ne sont pas d'accord avec ça. Moi, je vous dis, mon grand-père, on lui a reproché, quand il avait pourtant un mouvement très très fort en Égypte, dans les années 50, on lui a dit, mais pourquoi tu ne prends pas le pouvoir?
tu as 10 000 bureaux au Caire, tu as plusieurs millions de frères musulmans, descendez dans la rue, prenez le pouvoir. Il a répondu non, il n'y a pas de révolution. Parce que la révolution, il y a plus d'injustice que de justice. C'est sa position. Il a condamné tout fait de violence gratuite. Maintenant, quand vous prenez cette radicalisation, parce qu'on a, nous, créé en Europe, partout dans les écoles, des comités de radicalisation. Quand vous voyez un élève qui ne va pas, vous le signalez et ils vont aller étudier le cas. Moi, je suivais une élève qui a mis sur son téléphone BDS, boycott des produits israéliens. Une enseignante a vu ça, elle a fait quoi? Elle a contacté ce bureau, qui l'a convoqué, et qui lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu mets ça? Il dit, parce que moi je suis pour le boycott des produits israéliens, ce qu'ils font aux Palestiniens, c'est pas juste. Est-ce que c'est radicalisé, ça? Non. Mais c'est une piste. C'est une piste. D'accord? Ce que je veux dire, la radicalisation, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se radicalise, c'est quelqu'un peut-être où il n'y a pas la culture qu'il faut. En fait, tous ces débats sont souvent dans la nuance et la compréhension. Quand vous vous radicalisez, c'est ce que je vous dis, vous faites de votre règle un dogme à appliquer absolument. L'ennemi, c'est l'autre. En fait, quelque part, la radicalisation, c'est un repli sur vous, et tous les autres sont des ennemis. Il n'y a qu'à voir qui ces gens-là tuent. Le terrorisme fait plus de mal aux musulmans qu'aux autres. Quand vous regardez le nombre de personnes tuées, c'est les musulmans qui meurent le plus. Et pourquoi? Oh non, parce que, c'est-à-dire que si moi, je me promène dans la rue, puis j'explose parce qu'il y a un attentat, je mérite de mourir comme ça, au nom de je sais pas quoi? Non. Des enfants qui meurent de ça, des femmes et des enfants qui meurent de ça. Quand on va dans une église et qu'on exécute des prêtres et des curés, cette radicalisation-là, il faut la dénoncer. Ce sont des meurtres, ce sont des crimes de guerre. Alors la radicalisation, bien sûr qu'elle existe, parce que sans ça, vous ne pourrez pas faire de ces gens-là des bombes humaines. C'est vrai. Mais permettez-moi de m'arrêter sur le djihad. Et pourquoi je dis que le terrorisme n'est pas du djihad? Parce que le djihad, c'est déclaré. Mais d'abord, le djihad al-nafs, le vôtre. Celui où toute votre vie, vous essayez d'appliquer le plus justement possible votre foi, en étant juste avec les autres. L'islam est une chaîne, elle commence par la prière, elle finit par la justice. Tu commences par la prière et tu es juste avec tout le monde. Et il n'y a pas d'injustice. Et t'es tel rang, là comme dino comme waliyadine. À vous, votre religion, à moi, la mienne. Il n'y a pas de différence là-dedans. En tant que musulman, je n'ai pas à prétendre, moi, détenir la vérité sur les autres. Non, je détiens ma vérité et tu as la tienne. Et dans cette montagne qu'est la vie, qui demande des efforts tous les jours, des djihads tous les jours, chacun d'entre nous prend le chemin qu'il veut pour arriver au sommet. Mais mon chemin n'est pas meilleur que le tien. Parce que c'est ma vérité, mais ta vérité peut être autre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et qui est fondamental dans l'islam. Quand on décide que son chemin est le meilleur et que tous les autres, il faut les éliminer, passer des ennemis, c'est une erreur grave. C'est pas respecter les enseignements de l'islam. Ça, c'est le grand djihad. Maintenant, le petit djihad, c'est quoi? Le petit djihad, c'est quand vous êtes obligé de vous battre. Vous devez vous battre. Parce que l'islam vous dit, c'est pas la religion chrétienne, si je prends une claque, je peux pas. Non. Mais si quelqu'un t'opprime, si quelqu'un te prive de tes droits, et que tu dois, pour exister, défendre tes droits, eh ben, tu te bats. Ça, c'est le grand djihad. Mais le grand djihad, du moment qu'il implique la mort de l'autre, il implique que vous acceptiez de mourir avant lui. Parce que ce qui est important, c'est pas de le tuer, c'est de vous défendre vos droits, et de mourir parce que vous, en tant que musulman, votre vraie vie, c'est après, c'est pas maintenant. Un terroriste, c'est quoi? Un terroriste, sa vraie vie, c'est ici. Il se bat, il fuit. Vous voyez, je veux dire, il se bat, il fuit. Il veut des biens terrestres. Le vrai djihad, c'est pas les biens terrestres. C'est il faut bien comprendre ça. Quand vous prenez la philosophie du djihad, la plus haute qui consiste à dire, je sacrifie ma vie, mais face à là que je meure avant que je te tue toi, parce que tuer, c'est pas bon. C'est pas bien. Quelqu'un qu'on condamne à mort, il y a des procédures de jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il en venait à cet extrême, disait, trouvez à votre frère jusqu'à la énième excuse pour ne pas le faire, pour lui pardonner. La radicalisation, c'est pas ça. C'est une compression complètement biaisée. C'est une aliénation profonde. Vous avez vu comment on se moque de nous? Ils font le djihad, ils se font exploser, ils se font tuer, et ils vont monter au paradis à 70 vierges qui les attendent. Voilà ce que les gens nous envoient comme message. Et ça, c'est l'explication du monde occidental. Non, il y a quelque chose de plus grave que ça. C'est pas les 50 vierges. Quand des gens en arrivent à faire là,
Est-ce que tu mesures dans quel désespoir tu les as mis? Quand je vous écoute, Oui. vous dites ce qui est en train de se passer, c'est pas l'islam. Non. Mais quand on écoute certains profondeurs, ils disent aussi, dans l'islam, est-ce qu'il n'y a pas de l'islam radical? Parce que quand vous dites c'est pas de l'islam, ça veut dire que vous dissociez. Alors qu'à l'intérieur, il y a des takfirismes. Quand vous avez des gens qui vous disent, excusez-moi, quand vous avez des gens qui disent c'est du fait de l'islam, oui, bien sûr, parce que ces gens-là sont musulmans. Mais l'islam est multiple. Je peux pas, moi je dis personnellement que l'islam c'est pas ça. Mais ceux qui ont commis ça sont des musulmans. Bien sûr, je les condamne. Mais je ne vais pas dire que ce n'est pas du fait d'islam, c'est des faits d'une certaine forme d'islam. Mais bien sûr, on doit au moins prendre nos responsabilités là-dessus. On ne peut pas dire non, c'est pas vrai. Et puis qu'est-ce que vous remarquez, c'est que la majorité des gens qui font les attentats terroristes, quand vous voyez qui c'est que vous les attrapez, vous vous rendez compte qu'au niveau de la culture de l'islam, qu'au niveau de la pratique, ils sont pas bons. C'est pas vrai. Mais par contre, si vous prenez ceux qu'on fait le 11 septembre, c'est tous des intellectuels, c'est tous des gens qui ont fait des études. Et c'est là que vous commencez à vous poser des questions. Ces gens-là qui ont fait le 11 septembre, qui c'est? Pourquoi le 11 septembre? Et on veut nous mettre, nous, dans la tête que c'est Ben Laden. Voilà ce qu'on veut nous mettre dans la tête, c'est Ben Laden. Monsieur Bilal Ramadan, vous l'avez dit, il y a un discours aujourd'hui qui est servi à ceux-là qui rentrent dans le terrorisme. Oui. Et vous l'avez dit très souvent, c'est des personnes qui n'ont pas une vraie notion de ce qu'est l'islam. Alors, quel est aujourd'hui le rôle des intellectuels musulmans face justement à cette situation? Le rôle des intellectuels musulmans, c'est d'avoir des discussions comme on a là, des émissions comme on a là, de dire mais attention, il n'y a pas que le rôle des intellectuels. Vous savez, les intellectuels, c'est pas des politiciens. J'ai aimé une émission où Umberto Eco, qui est un philosophe et un écrivain italien, disait un intellectuel, c'est pas un politicien. Un intellectuel, il donne des idées. Le politicien, lui, il les applique. Et la différence entre l'intellectuel et le politicien, c'est que l'intellectuel, il prend du temps pour donner ses idées. L'homme politique, il a très peu de temps pour décider. Ça, c'est la différence. Donc les intellectuels, qu'est-ce qu'ils peuvent dire que moi? Et que peuvent dire les imams? Parce que ceux qui ont plus de poids, c'est eux. Ils doivent bien expliquer que en islam, toute forme d'injustice, tout djihad qui n'est pas clairement énoncé, n'a pas à existé. Je dois respecter ce qu'Allah m'ordonne en tant que musulman. Allah m'interdit d'aller tuer des gens sous prétexte que c'est mes ennemis. Il faut une déclaration, il faut mettre les choses clairement. Moi, je me suis élevé, par exemple, on a eu un très très grand débat sur le Hamas. Le Hamas lutte contre Israël. Mais c'est une guerre de résistance. Donc il y a des choses qu'ils font, je suis d'accord. Mais quand ils allaient envoyer des gens acharnés de bombes et s'exploser au milieu de marché ou dans une école, je dis, mais ça, c'est non. Vous ne pouvez pas faire ça. L'enfant qui naît en Israël aujourd'hui, qui grandit en Israël, il est responsable de quoi? Qu'a-t-il choisi, lui? Rien. Mais en revanche, vous pouvez viser des cibles militaires comme ils vous visent, vous. Mais regardez, Israël, c'est un terrorisme d'État. Ce qu'ils font à Gaza, mais c'est monstrueux. Qui va le dire? Qui va dire que c'est un État terroriste? Qui va dire à Obama, oh, excusez-moi, pour moi, Obama, c'est comme tous les présidents américains, tu es un criminel de guerre. 8 ans de mandat aux États-Unis ont amené Trump et Life Black Matter. C'est toi qui es responsable de ça. Tu n'as pas réglé les problèmes des Noirs américains. Par contre, tu as fait exécuter tous les leaders des tribus. 1400, 1500 cibles par drone qu'il a fait exécuter sur ordre personnel. Et puis, en fin de compte, comment se fait-il quand tu as Van Laden, que tu peux l'attraper, tu l'exécutes? Ta responsabilité à toi, un démocrate, c'est de le ramener vivant, de le juger et de nous dire voilà la vérité. Pas de nous faire croire que c'est lui qui a tout fait. Pourquoi tu l'as exécuté? Il était devant toi à 2 mètres, tu lui tires une balle dans la tête. La responsabilité des intellectuels musulmans et des imams, c'est de dire Allah interdit ça. Et quand il interdit ça, il interdit cette forme de terrorisme-là. Okay. Oui, justement, vous avez parlé du rôle des intellectuels, des imams, oui, mais c'est que effectivement, au niveau du Sahel, où les attaques terroristes se répètent, on entend moins ces intellectuels ou ces imams tenir le discours que vous tenez pour faire la différence entre, comme on appelle ces choses, et faire comprendre réellement les enjeux. Là, on les entend moins. Eh bien, c'est une erreur grave. C'est-à-dire que si vous avez des imams qui ne font pas ça, il manque
à leur devoir de guidance. Si vous avez des intellectuels qui ne le font pas, c'est grave. Parce qu'il faut arriver à dire à ces gens-là, vous allez combattre le terrorisme d'abord, par quoi? Par sortir les gens de la pauvreté. C'est clair. Il faut pas discuter. C'est le niveau qui doit être élevé. Vous devez arriver à un niveau social où les gens ont à manger. Pas qu'ils soient révoltés tous les jours et qu'ils dorment là, parce qu'ils feront n'importe quoi pour survivre. Et ils feront n'importe quoi pour survivre, surtout s'ils pensent que cette voie-là, ça leur donne une identité et une valeur. Non. Il y a ça. Ensuite, il y a effectivement une confiance qui doit être établie entre le peuple et l'armée. Quand je dis confiance entre le peuple et l'armée, regardez ce qui s'est passé en Turquie. En Turquie, pendant la guerre avec la Syrie et l'Irak, il y a eu beaucoup d'attentats dans les années 95. Beaucoup. Vous vous rappelez? Comment est-ce qu'il a mis fin à ça? Un service de renseignement et surtout la confiance des gens. Mais ils ont arrivé à enrayer les attaques terroristes en 2 ans. Je ne dis pas qu'on va y arriver, parce que l'Afrique est vaste et que c'est répandu partout, et que qu'on le veuille ou non, ça sert les intérêts de quelqu'un. Il y a des gens qui profitent de ça pour être là. Je pense notamment aux Français, qui ont décidé d'aller venir au Mali, parce que sous prétexte que des tribus allaient descendre prendre le pouvoir. Pourquoi vous ne les avez pas laissés prendre le pouvoir? Laissez-les, vous croyez que le peuple malien ne pouvait pas se défaire d'eux? Bien sûr qu'ils se défaisaient d'eux. Pourquoi vous êtes intervenus? Pour eux ou pour les richesses minières? Qu'est-ce qui vous a fait venir ici? Pourquoi vous êtes intervenu en Libye? Parce que Bernard-Henri Lévy a dit qu'il faut aller dégommer Kadhafi? On nous a mis dans la théorie du chaos. La théorie du chaos, c'est quoi? C'est qu'on casse tout et plus rien n'est dirigé par personne. Et tout le monde fait ce qu'il veut. Un terroriste par là, un terroriste par là. Et quand vous prenez tous les groupuscules là que vous avez chez vous, mais ils se revendiquent de Daesh, ils se revendiquent d'Al-Qaïda. Mais qui me garantit ça? Tu te donnes une légitimité que tu n'as pas? Et même cette légitimité, est-ce que moi j'accepte Daesh? Est-ce que moi j'accepte l'AQMI? Non. Moi je les condamne, comme j'ai condamné l'État islamique en Irak. C'est quoi cet État qui se prend de califat? Puis après vous vous dites, mais attendez, ce califat se met en place en Irak, alors que l'Irak est occupé par l'armée américaine et ils laissent faire. Ils ont laissé faire. Pour vous dire, dans toutes les émissions qui sont sorties sur les 20 ans du Trade Center, vous savez que les gens ont sorti que Clinton avait la possibilité d'arrêter Osama Ben Laden, il savait qu'il ne l'a pas fait. Et quand ils l'ont repéré, pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que lui vivant, ça leur permettait d'être là. C'est pas simple, hein. Faut pas croire non, c'est pas simple. Aujourd'hui, on nous dit que quand ils sont allés le chercher, c'était pour l'exécuter, pas pour le ramener. Pourquoi? Au nom de l'histoire, pourquoi? Donc, les imams qui ne le font pas, les intellectuels qui le font, ils manquent à tous leurs devoirs. D'accord. Alors, M. Bilal, vous le dites, hein, stigmatiser l'islam, ça produit l'islamophobie, et l'islamophobie peut être exploitée aujourd'hui par les terroristes. Oui. Finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une voie sans issue, un serpent qui se mord la queue? Mais on est dans une voie, je ne veux pas dire sans issue, parce que, Inch'Allah, on va s'en sortir. On va y arriver. Faut pas, moi, je ne suis pas un pessimiste, et en tant que musulman, je n'ai pas le droit de l'être. Je n'ai pas le droit d'être pessimiste. Donc, oui, on va s'en sortir. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à bien comprendre la manipulation qui est utilisée, d'accord, comment un sert l'autre, et il faut que quelque part, on ait des gens qui puissent faire la clarté de ça. On en a. Aujourd'hui, on leur interdit de parler souvent. C'est ce que je vous ai dit. Quand vous avez Burga qui est capable de dire des choses et qui ne peut plus passer à la télévision, qu'on interdit d'écran, vous devriez une fois inviter François Burga ici. Vous allez être étonné, parce que vous avez un intellectuel qui a vécu au Yémen, qui a vécu dans les pays arabes, qui parle arabe. Moi, je suis prêt à vous faire le pont avec lui. C'est quelqu'un qui maîtrise bien et qui sait ce qui se passe. Et quand il dit, en France, on est arrivé au pays des hémorroïdes. Les hémorroïdes de Zemmour. Il dit, voilà où on en est. C'est une catastrophe. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. On est arrivé au pire. Et lui, quand ils ont fermé le comité de défense des musulmans, contre la discrimination des musulmans, il a dit, on a passé la ligne rouge. Jamais ils vont fermer le CRIF, jamais ils fermeront le comité de défense des Juifs. Vous vous rendez compte qu'en France, la loi sur le boycott des produits israéliens est interdite. Quand vous dites à quelqu'un que vous êtes antisioniste, c'est comme si vous lui disiez aujourd'hui, d'après la loi, que vous êtes antisémite. Vous défendez qui? Qui vous défendez? Puis un autre sujet, c'est que vous ne pouvez pas comprendre tout ça si vous ne faites pas le lien avec Israël. L'enjeu géostratégique pour moi, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans ces pays. Je ne parle pas de l'Afrique Sahel, parce que c'est vrai que vous avez dit, on a explosé
La Libye, de là tout est parti. En masse, c'est vrai, parce qu'on a complètement déstructuré. Parce que le dictateur tient certaines choses. Quand il n'est plus là, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais c'est la misère qui prend le relais. Et la misère, quand elle prend le relais, elle s'explique de manière difficile. Moi, je reste pessimiste parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent à faire les différences. C'est vrai qu'on ne les entend pas parler souvent parce qu'en Europe, ils sont privés de débat, mais on les entend aux États-Unis. On les entend en Angleterre. Il y a un vrai débat qui a lieu. On va y arriver, mais ne soyons pas désespérés. On a connu pire. On a connu pire. Oui, dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, qui peut-être sort un peu de notre débat, mais qui pour moi aussi mérite qu'on puisse s'appesantir là-dessus. On dit bien islam et terrorisme, mais derrière, si peut-être ailleurs, quand on regarde ces recrutements, radicalisation et autres, mais chez nous, à la vérité, quand on veut bien interroger notre terrorisme, il ne faut pas aller chercher la religion d'abord, il faut chercher la condition des gens. Juste. Est-ce que ce débat de fond-là, quelquefois, on n'a pas le courage de le mener? Non, mais pourquoi? Parce que quand vous allez le mener, vous allez dire, mais en fin de compte, la responsabilité de ça incombe à l'État. L'État n'a pas été à la hauteur de sa tâche. Arrête, c'est ça la vérité. La vérité, c'est celle-là. C'est que si effectivement, votre souci, c'est de développer et d'arrêter que des gens soient pauvres, que ce soit dans la misère, ben vous ouvrez les portes à tout. Et excusez-moi, les armes des terroristes, c'est pas les armes d'une milice comme en Syrie, en Irak. On est dans le domaine armement gadget, mais on fait peur. C'est tout. Mais c'est ça la vraie question. C'est celle-là. Jules Bouma. Oui, en ce qui concerne, comment on appelle ça, les enjeux. C'est vrai que vous dénoncez l'Arabie Saoudite, mais aussi parfois le Qatar qui est pointé du doigt. Est-ce que, comment on appelle ça, ceux qui accablent le Qatar disent la vérité ou pas, ou bien c'est un pays qu'on accable à tort? Écoutez, le Qatar, c'est quelque chose de très particulier. Les deux pays que moi, je condamne fermement, c'est évidemment l'Arabie Saoudite et puis les Émirats Arabes Unis. Ça, pour moi, c'est pire que les valets du monde occidental et des États-Unis. Ah oui? Pire. Pour moi, c'est une... Il faut arrêter maintenant. Il faut dire maintenant, ça suffit. Vous servez que les... La guerre que vous faites au Yémen, c'est quoi? C'est une guerre parce que Oussama Ben Laden est origine du Yémen. Quand les Russes ont occupé l'Afghanistan, les premiers à aller se battre, c'est les Yéménites. Les Yéménites, c'est plus de 25 millions d'habitants. L'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est moins de la moitié. C'est un danger pour eux. C'est un danger, le Yémen, pour eux. Surtout si ce pays n'est pas une monarchie. Parce que tout le reste, c'est des monarchies. On est là, on est bien. Quand vous devez assurer votre protection par l'Amérique, par la France, parce que vous êtes incapable de vous protéger, vous êtes un drôle d'État. Avec vos milliards ne vous servent à quoi? Ce que je veux dire par rapport à ça, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, islamiquement, ça ne va pas. C'est pas vrai. Tout, si vous voyez, vous savez que les Émirats Arabes Unis, Dubaï, c'est le plus grand centre de prostitution du monde. Les gens vont là-bas pour ça. Je ne dis pas ça de l'Arabie Saoudite, mais moi, quand je vois l'Arabie Saoudite, les positions, vous vous rendez compte qu'un jour, on a fait un vote en Suisse sur les minarets. Faut-il, oui ou non, interdire les minarets? Vous voyez la peur? La peur, c'était quoi? On nous a dit, vous allez coloniser notre paysage architectural en faisant des minarets. Vous vous rendez compte à quoi on arrive? À quoi on arrive? Alors qu'une mosquée, comme la mosquée de Paris, même si j'aime pas seulement ceux qui l'ont faite parce qu'elle est tenue par les gouvernements algériens, la mosquée de Paris, c'est un lieu où tous les gens vont avec plaisir. On peut mélanger des paysages architecturaux. Vous voyez, je veux dire, c'est un apport de plus à la culture et à la diversité. On vous dit, vous n'avez pas le droit. Le peuple vote qu'il accepte cette loi. Donc dans la Constitution, il a marqué qu'on n'a pas le droit de faire de minaret. Qu'est-ce qui aurait pu être fait là, à ce moment-là? C'est que le gouvernement saoudien dise à la Suisse, si vous faites voter cette loi, on retire nos sous. Il ne l'a pas fait. Quand les musulmans étaient massacrés à l'ex-Yougoslavie, mon père a fait, à l'époque il n'y avait pas de SMS et de WhatsApp, a fait un message à Fahd en lui disant, toi tu peux arrêter ça en moins de 24 heures. 50 000 musulmans massacrés.
tu dis au monde que si ça ne s'arrête pas dans les 24 heures, il n'y a plus de pétrole pour personne. Je ne l'ai pas fait. Alors, quand vous indexez les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, est-ce des parrains ou c'est de mauvais exemples qu'ils donnent? En quoi est-ce que, voilà, c'est ce que je veux comprendre. Pardon? Parce que, bon, il y en a qui pointent, c'est comme des parrains du terrorisme. Est-ce que c'est vrai? Mais non. Eux, ils vont, par exemple, c'est vrai qu'ils ont financé des rebelles en Syrie. C'est vrai, ils l'ont fait. Ils parrainent qui, eux? Ils parrainent tous ceux qui ne vont pas aller contre eux. C'est tout. Ils parrainent tous ceux qui ne vont pas aller contre eux. Mais tous ceux, par exemple, qui ont la bénédiction de la France. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Regardez ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, Morsi, frère musulman, est élu. Nous, on dit, Dieu sait combien de temps ils vont le laisser. Ils dégomment Morsi en 1 an. Alors, je pourrais vous expliquer dans le détail, mais c'est programmé. Il faut le dégommer. Revient à l'armée. Regardez le printemps arabe. Le printemps arabe s'est soldé partout par le retour de l'ancien régime. Même maintenant en Tunisie, c'est en train de virer. C'est prévu. Le peuple n'en peut plus. On fait une soupape au peuple. Il fait son printemps arabe et on referme le couvercle et tout redevient comme avant. C'est ça la vérité. Sauf que la Syrie, Assad est toujours là. Et qu'en Irak, on a promis la démocratie. Regardez dans quel état elle est. Ces pays-là soutiendront ceux que l'Amérique leur dit de soutenir. Bien sûr. Mais ils défendront jamais des gens qui sont contre eux. Le jour où vous entendez un touriste burkinabé vous dire « je veux faire le djihad », j'utilise le terme exprès, contre l'Arabie Saoudite, vous dites celui-là, il a peut-être compris. Il vous dira jamais ça. Il vous dira « je fais le djihad ici ». Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ce qui se passe en Arabie Saoudite, ces pays, en fait, sont nos poisons. Ces pays sont nos poisons. Et il est temps de le dire. Et les imams ne le font pas. D'accord. Relation entre islam et terrorisme. Quelle est la contribution des intellectuels musulmans dans la lutte contre le terrorisme? C'était le sujet enrôlé pour la présente convocation. Nous n'avons pas eu la prétention d'avoir épuisé le sujet, mais nous avons en tout cas donné des clés de lecture avec notre convoqué du jour, Bilal Ramadan. Il est philosophe, formateur à la commission contributive citoyenne en Suisse. Alors je l'ai rappelé tantôt en début d'émission, vous êtes également le frère du célèbre islamologue Tariq Ramadan. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi, messieurs les juges, pour les clés de lecture. On se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM.